Nos résultats ne viennent pas du hasard. Ils viennent de notre façon de penser, de nos choix et surtout de ce que l'on comprend vraiment sur la richesse. Parce que la vérité, c'est que travailler plus ne suffit pas. Être motivé ne suffit pas. Mais être intelligent ne suffit pas non plus. Alors pourquoi certaines personnes deviennent vraiment riches pendant que d'autres restent bloquées toute leur vie ? Naval Ravikant donne une réponse très différente de ce que l'on entend habituellement. La richesse, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de levier, de système et de compréhension profonde du jeu qu'est la richesse. Dans cet épisode, on va découvrir pourquoi la richesse ne se crée pas avec le temps, mais avec des actifs qui travaillent pour toi. Comment utiliser les bons leviers pour multiplier les résultats, sans multiplier tes efforts. Et surtout, pourquoi apprendre à penser comme un créateur de richesse change absolument tout. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier principe que nous allons voir est sûrement celui qui sépare ceux qui deviennent libres financièrement de ceux qui travaillent toute leur vie sans jamais y arriver. Allez, on résume ensemble la partie 2 sur la richesse du livre de Naval Ravikant. Allez, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des résumés du succès. On continue cette semaine à résumer le livre de Naval Ravikant et on est sur la seconde partie qui porte sur la richesse. La première, on a parlé du bonheur et je t'invite à aller l'écouter d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout aussi important, c'est la richesse. Et attention, Naval, il ne parle pas de richesse comme tout le monde. Pour lui, la richesse, ce n'est pas avoir un bon salaire, ce n'est pas échanger notre temps contre de l'argent. La richesse, c'est ce qui travaille pour toi, même quand tu dors. C'est créer quelque chose une fois et être payé encore et encore, et c'est là que tout change, parce que la plupart des gens restent bloqués dans un modèle où ils vendent leur temps contre de l'argent. Alors que ceux qui comprennent vraiment le jeu de la richesse, ils vont construire des systèmes. Alors dans cette partie, comme tu l'as compris, on va voir comment passer de quelqu'un qui travaille pour de l'argent à quelqu'un pour qui l'argent travaille pour lui. Et on ne va pas commencer par travailler davantage, mais par penser différemment. Une fois que l'on aura pensé différemment, alors la richesse deviendra une extension naturelle de notre curiosité, de notre talent. On va voir maintenant, pour commencer, l'équation de la richesse. C'est le cœur du système de Naval. L'équation est simple. La richesse, pour lui, c'est égal à la multiplication entre nos connaissances spécifiques, les responsabilités que l'on prend et les effets de levier. On va voir qu'il y a 3 leviers spécifiques. Ce sont des multiplicateurs. Ça veut dire que si l'un des 3 facteurs de cette équation est à 0, le résultat est 0. Et si les 3 sont très élevés, alors c'est là que la magie opère et que les résultats deviennent exponentiels. On va commencer par le premier facteur et c'est la connaissance spécifique. C'est la connaissance pour laquelle vous ne pouvez pas être formé de manière formelle. Ça veut dire quoi ? Si la société pouvait vous former à faire ce que vous faites, ça veut dire que vous pourriez être remplacé par quelqu'un d'autre. Et cette connaissance spécifique, elle est unique, c'est un point de vue unique qui vient de votre curiosité, de votre passion, des connaissances que vous avez acquises, de votre expérience. Par exemple, si on travaille depuis des années dans de petits restaurants, on comprend bien comment fonctionnent les petits restaurants et les problèmes d'inventaire qu'on peut avoir, la gestion du personnel. Bon, si on est 3, il n'y a pas grand-chose à gérer, mais il y a toujours la même gestion que dans les grands restaurants, au niveau papier, etc. Vous avez déjà la maîtrise. Ce qui semble être du travail pour les autres, c'est un jeu pour vous, parce que ça fait, disons, 20 ans que tu travailles dans un petit restaurant, ou ça fait 10 ans que tu es développeur dans un langage de développement précis, par exemple, dans lequel peu de personnes ont des compétences, et bien pour toi, c'est un jeu d'enfant de travailler en tant que développeur ou dans ces petits restaurants. Je t'ai donné 2 exemples ici, mais ça peut être plein d'autres domaines. Si tu maîtrises un domaine pendant plusieurs années, dizaines, vingtaines d'années, bien sûr, tu seras un des seuls à avoir cette connaissance. C'est un marché qui est unique. Tu es ton seul marché au final.
Et la connaissance spécifique, elle signifie pas seulement être bon dans quelque chose, ça signifie devenir totalement irremplaçable. Naval définit la connaissance et, comme on le disait, il y a 4 traits de la connaissance spécifique. Le premier trait, c'est que ça doit être un jeu pour vous. Ça doit être naturel. Si on peut travailler pendant des années sans se fatiguer, alors que pour d'autres c'est un travail acharné, difficile, eh bien c'est que tu as trouvé ta zone. Si pour toi tu trouves facile d'exercer ce travail pendant des heures, eh bien c'est peut-être là que tu dois te concentrer. C'est ta connaissance spécifique, ta maîtrise de ton sujet, c'est ta connaissance spécifique. La deuxième, c'est que cette connaissance, elle doit être hautement technique ou créative. Cette connaissance ne doit pas être facilement automatisable, ou externalisable, ou remplaçable. Et cette connaissance, elle requiert de l'intuition et une combinaison de compétences spécifiques. Le troisième trait, c'est l'apprentissage par la pratique. C'est-à-dire qu'à l'école, tu peux apprendre tes connaissances générales, mais ta connaissance spécifique, elle doit se développer en faisant, en passant à l'action, en échouant, en s'obsédant sur un problème, jusqu'à développer une intuition unique pour le résoudre. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé un jour où on te dit qu'il y a un problème sur un sujet, sur ton domaine, et que toi, en un clin d'œil, tu as une intuition qui te dit où est la solution. C'est ça que tu dois développer. Et c'est là, si tu commences à avoir cette intuition-là, c'est que tu es sur le bon chemin. Et le quatrième trait de la connaissance spécifique, c'est qu'elle est unique. C'est l'intersection de tes intérêts, de ta passion, de ta personnalité et de ton expérience. Par exemple, Warren Buffett avait une capacité d'évaluation et une discipline émotionnelle énorme. Il avait une intuition quand une entreprise allait faire faillite, ou si le marché allait baisser, ou si le marché allait augmenter. Il savait à quel moment investir. Pourquoi ? Parce que ça fait plus de 40 ou 50 ans qu'il investit, 60 ans. Donc c'est normal que ça arrive. Et donc c'est ça que l'on recherche, une connaissance spécifique dans laquelle on a une intuition sur les choses qui vont arriver. C'est l'intersection entre tes intérêts, ce que tu aimes faire, ta personnalité, ton expérience, ton vécu et même ton entourage. Alors, comment développer cette connaissance spécifique ? Eh bien, on va commencer par suivre notre curiosité. On va pas aller chercher la dernière tendance, ce qui sort sur le marché, mais on va aller chercher quelque chose qui nous intéresse personnellement. Deuxième action que l'on va faire, on va chercher l'intersection entre nos forces. Par exemple, si Naval, lui, il aimait bien la technologie, il aimait bien l'investissement, il aimait bien la philosophie, donc lui, il a fait ce qu'il aimait faire. Il a trouvé l'intersection entre ces 3 éléments pour le mettre en place dans ses entreprises. Si vous êtes bon en chiffres et passionné par le fitness, par exemple, la zone qui peut être intéressante, ce sont les métriques du succès pour les salles de sport. Par exemple, c'est une idée. C'est l'intersection entre la passion pour le fitness et les chiffres. Troisième action à faire ici, c'est que on va faire ce que les autres n'aiment pas faire. Là où les autres vont abandonner, dans les domaines qui sont complexes, eh bien, c'est là qu'on peut bâtir un avantage compétitif imbattable. Quatrième action, on va construire en public. Au fur et à mesure qu'on avance dans la connaissance spécifique, qu'on acquiert des compétences, eh bien, on va partager ce processus d'apprentissage ouvertement. Par exemple, sur LinkedIn, dans un blog, sur Twitter, sur YouTube. Parce que construire en public va permettre d'avoir de la reconnaissance, de la validation des autres par rapport à ce que l'on fait. Et ça va nous donner de la visibilité aussi pour vendre notre compétence spécifique par la suite. Imaginons quelqu'un qui ne le fait pas, qui construit tout seul. Eh bien, s'il n'est pas connu, s'il n'y a pas des milliers de personnes qui valident son process, eh bien, comment veux-tu que l'on lui fasse confiance ? Et ce concept-là de développer une connaissance spécifique rejoint le livre que l'on a vu ensemble, c'était The One Thing, la seule chose de Gary Keller. Votre connaissance spécifique est cette seule chose qui rend tout le reste plus facile ou inutile. Et pour découvrir ta connaissance spécifique, je te pose 3 questions ici. Demande-toi dans quel domaine les gens te disent que tu fais un super travail. Demande-toi aussi dans quel domaine tu aimes rendre un service, dans lequel tu travaillerais de manière gratuite pour aider quelqu'un.
C'est là que se trouve ta connaissance spécifique unique. Donc on continue dans l'équation de Naval Ravikant, on vient de voir la connaissance spécifique et maintenant le deuxième facteur multiplicateur, c'est la responsabilité. Alors, quand les choses vont bien, eh bien, on réussit, on est bien. Et si les choses vont mal, on se sent coupable. On doit comprendre la responsabilité, parce que c'est le prix de la récompense. Si tu veux une récompense exceptionnelle, tu as besoin de prendre des responsabilités exceptionnelles. Tu dois associer ton nom à un résultat. Tu dois recevoir de l'argent pour ce que tu fais, pour ta responsabilité. Mais aussi, la responsabilité, ça va induire de la culpabilité. La responsabilité, c'est le deuxième facteur de l'équation. Si vous voulez une récompense exceptionnelle, vous devez accepter une responsabilité exceptionnelle. Elle repose donc cette responsabilité sur 3 piliers. Notre nom est associé au résultat, on reçoit de l'argent pour notre succès et aussi on reçoit la culpabilité en cas d'échec. Et ça, c'est l'opposé de la mentalité du salarié. Comme on l'a vu tout à l'heure, on doit passer la mentalité de salarié à la mentalité d'entrepreneur. Et c'est ça la différence. Donc il y a 5 niveaux de responsabilité. Le premier niveau, c'est les tâches. Je livre ce projet à temps, par exemple. Le deuxième niveau, ce sont les résultats. Je garantis que ce projet générera un résultat précis. La troisième, c'est la valeur commerciale. Je suis responsable de l'apport financier de cette initiative que moi-même j'ai portée. Le quatrième niveau, c'est les pertes et les profits. Tu vas ramener de la rentabilité dans une ligne de métier, par exemple. Le cinquième niveau, c'est l'entreprise. Tu es responsable du succès ou de l'échec total de la société. Et chaque niveau de responsabilité que tu montes, chaque niveau possède un plus haut gain et un plus haut niveau de réputation. Par exemple, le niveau 1, c'est le niveau des tâches d'exécution. Je fais ce qu'on me demande. Exemple, je développe une fonctionnalité et je la livre avant vendredi. Bon, mais ça, c'est une action, c'est une tâche. Tu contrôles ton travail, tu contrôles le temps passé et tu contrôles également la qualité d'exécution. Par contre, tu peux réussir ta tâche même si ce projet échoue. Donc, aucun impact sur le projet. Toi, tu fais ta tâche, tu as réussi. La récompense, c'est que tu as un salaire fixe et tu as pas de reconnaissance stratégique au niveau de la hiérarchie, par exemple, ou au niveau des clients. Deuxième niveau, ce sont les résultats. C'est la livraison avec impact. Tu ne livres pas juste un travail, tu vas livrer un résultat qui est mesurable. Par exemple, tu réduis la livraison d'un produit de 40%, le temps de livraison de 40% en 30 jours. Ce que tu contrôles, c'est le résultat final. Ok, en 30 jours, j'ai 40% de moins. Tu peux le vérifier, mesurable, avec des indicateurs, 40%, et tu peux faire des ajustements si nécessaire sur le chemin. Par contre, la différence, c'est que tu es jugé sur l'effet de ton travail, pas sur l'effort. S'il n'y a pas d'effet, si tu atteins les 30%, pas les 40%, tu seras jugé là-dessus, pas sur le temps passé ou sur l'effort que tu auras produit. Et la récompense, c'est que tu auras de la visibilité interne. Ça, c'est un point positif. Le troisième niveau, c'est le niveau de valeur commerciale. Tu crées de la valeur économique. Par exemple, tu réduis le temps de livraison d'un produit de 40%, oui. Mais là, dans cette partie-là, tu vas générer 300 000 euros de revenus supplémentaires. Et donc là, ce que tu assumes, c'est le lien entre ton travail et ton argent. Tu as un retour sur investissement sur tes actions, puisque tu reçois des revenus supplémentaires. Et là, tu commences à changer ta posture. Tu penses métier, pas comme un exécutant. Et alors, à ce moment-là, tu vas recevoir des primes, tu vas recevoir des promotions, tu vas recevoir de l'influence stratégique puisque tu vas être reconnu. Le quatrième niveau, c'est la perte et les profits, c'est la responsabilité financière. Tu vas gérer une machine économique complète de bout en bout. Là, par exemple, tu vas piloter une ligne de produits pour ton entreprise avec 2 millions de chiffre d'affaires et par exemple, 25% de marge. Ce que tu contrôles là, ce sont tes revenus, ce sont les coûts et la rentabilité. Par contre, il y a un risque, c'est que si tu fais une mauvaise décision sur la ligne de produit, eh bien, tu vas perdre directement de l'argent. Alors, tu peux avoir une très forte rémunération, de très gros risques, mais aussi un statut de leader dans l'entreprise.
Et le cinquième niveau, c'est la responsabilité totale. Le succès ou l'échec va reposer sur toi. Et là, par exemple, tu es fondateur, tu es directeur, tu es CIO d'une entreprise. Ce que tu portes, c'est la vision stratégique, la stratégie globale, la culture de l'entreprise et la survie de l'entreprise. Et là, c'est le risque maximal ici, à ce niveau-là. Si tu fais un échec, eh bien c'est public, tout le monde le sait. Tu as un impact financier énorme et ta réputation est en jeu tous les jours. Par contre, au niveau de la récompense, il n'y a pas de limite. Gain exceptionnel, liberté totale et tu pourras laisser un héritage. Ce qu'on peut dire ici sur la responsabilité, c'est que c'est égal à la récompense et aussi égal au risque de réputation, au risque de perte. Plus tu montes, plus tu es visible, plus tu prends de décisions et plus tu peux échouer publiquement. Donc, plus tu as de risques, plus tu as de récompenses. Et le problème, c'est que plus on monte, plus on se sent coupable quand quelque chose ne fonctionne pas aussi. Par exemple, tu as décidé de faire quelque chose. Tu vois un résultat, tu vois la leçon que tu apprends. Par contre, attention au risque d'échec. Parce que quand cela ne fonctionne pas, on va se dire qu'on est nul. On va se dire qu'on n'a pas réussi. On va se dire qu'on n'est pas bon. Et résultat, on va se bloquer. On va perdre la confiance en nous. Et ça, ce n'est pas bon. Et plus on aura d'échecs, plus on se le dit. Plus on est négatif et moins on va réussir. Alors que plus tu prends de responsabilités, plus tu réussis, plus on te donnera de ressources pour réussir. C'est un effet boule de neige, un effet cumulé, comme on l'a dit tout à l'heure. Si tu assumes de nouvelles responsabilités, de responsabilités plus hautes, tu vas devenir fiable. Tu vas absorber le risque et tu vas sécuriser les autres autour de toi aussi. Donc, à ce moment-là, plus tu assumes de responsabilités, plus on va te donner de budget, plus on va te donner de personnes pour t'aider. Et plus l'enjeu sera énorme. Tu vas devenir un aimant pour les responsabilités énormes, pour les opportunités uniques et pour les personnes qui vont être ambitieuses et qui vont t'aider à avancer. Et en fait, dans cette responsabilité, ce n'est pas ton succès qui va te faire monter les niveaux. C'est ta capacité à assumer le risque sans t'effondrer, sans tomber. Maintenant, on va parler du troisième facteur de l'équation. Pour rappel, l'équation, c'est la connaissance spécifique multipliée par la responsabilité et multipliée par les 3 leviers de richesse que l'on va voir maintenant. La richesse ne vient pas du fait de travailler plus, elle vient du fait d'utiliser des leviers. Un levier, c'est simple, c'est un moyen de multiplier ton impact sans multiplier ton temps. Par exemple, si tu prends une barre en ferraille, par exemple, c'est une image, et que tu veux lever un caillou, plus la barre sera longue, plus il sera facile de lever ce caillou. Et Naval, il explique ça avec 3 leviers. Le premier levier, c'est le capital. C'est utiliser l'argent pour faire plus d'argent. Par exemple, si tu empruntes de l'argent à une banque, tu investis dans un projet et ce projet te rapporte plus que ce que tu dois rembourser. C'est le levier le plus ancien, le plus connu, mais il y a un problème avec ce levier, c'est qu'il faut déjà de l'argent ou de la crédibilité pour en avoir. Quand tu vas à une banque pour faire un prêt immobilier, par exemple, si ton compte en banque n'est pas propre, eh bien, tu n'es pas crédible. Et du coup, auprès de la banque, tu auras moins de chances d'obtenir ce prêt. Tout le monde n'y a pas accès au départ. Il faut montrer que l'on est capable d'avoir ce levier. Le deuxième levier, c'est le travail. Et c'est le travail des autres, en fait. Puisque c'est quand tu n'es pas seul à travailler, mais que tu coordonnes des équipes, par exemple. Au lieu de produire toi-même tout seul, tu fais produire plusieurs personnes pour toi. Mais là aussi, il y a une limite. Tu dois manager, gérer, organiser et ton levier reste humain, donc limité. Et le troisième levier, ce sont les produits digitaux. Le code, le développement d'applications ou le contenu sur les réseaux sociaux. Et Naval, il appelle ça le levier sans permission. Pourquoi ? Parce que tu n'as besoin de personne pour commencer, pas de diplôme, pas de patron, pas de capital conséquent et surtout, chaque copie supplémentaire ne te coûte presque rien. Et ce troisième effet de levier, c'est le plus important selon Naval. C'est celui sur lequel on va se concentrer maintenant. Et on va commencer par un exemple. Imagine, tu crées un cours pour aider les petits restaurateurs à mieux gérer leur business. Tu passes 1 mois à le créer. Ensuite,
Tu peux le vendre 10 fois, 100 fois, 1000 fois sans retravailler dessus. Pendant que tu dors, quelqu'un regarde ton cours, quelqu'un apprend de toi, quelqu'un te paie. C'est ça la richesse. Tu as dissocié ton temps de ton revenu. Tu es donc plus libre de ton temps, et ça c'est la vraie richesse. C'est de ne plus dépendre de ton temps, mais de tes résultats. Et les leviers sont multiplicateurs. C'est là que ça devient puissant. Ces 3 leviers ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Alors si tu combines du capital, du travail et des produits digitaux, tu changes complètement d'échelle. Par exemple, prenons un exemple très simple. Un ouvrier dans la construction, il est payé 15 € de l'heure. Son revenu, il est limité à son temps. Et à côté, tu as un entrepreneur. Il gère des équipes, il génère des projets à 50 000 €. Pourquoi ? Parce qu'il utilise le levier du travail. Maintenant, un promoteur immobilier, lui, il utilise le levier du capital plus le levier du travail. Il génère 500 000 € sur un projet. Et enfin, quelqu'un qui crée un logiciel immobilier ou une formation, lui, il peut vendre à l'infini, sans limite réelle. Et ce que j'ai envie de te dire ici, que tu retiennes, c'est que si tu échanges ton temps contre de l'argent, tu seras toujours limité. Mais si tu construis des systèmes, comme on vient de le voir là, si tu utilises des leviers, tes résultats peuvent exploser. Et aujourd'hui, le levier le plus accessible, c'est le digital. Parce que tu crées une fois, sans compétences fondamentales. Tu apprends en faisant. Et tu peux vendre en continu. Et tu peux passer à l'échelle sans limite. Tu peux vendre à l'étranger, dans d'autres langues, traduire. C'est infini. Et revenons-en au protagoniste de ce livre, Naval, qui a compris depuis très longtemps les règles du jeu. Il a également compris qu'il faut une haute responsabilité, parce que son nom est toujours sur les projets qui demandent le plus de responsabilité, et il possède un effet de levier sur des questions de capital et de travail. Alors imagine si tu combines par exemple le développement immobilier dont nous parlions à l'instant avec la technologie, comme par exemple créer une plateforme qui connecte des investisseurs avec des projets immobiliers. Eh bien tu pourrais passer à l'échelle des milliards, parce que tu utilises une connaissance spécifique dans 2 domaines différents. L'un c'est l'immobilier et l'autre la technologie. Et tu as aussi une responsabilité maximale. En fait, tu utilises ces 3 leviers. Alors, comment appliquer ces 3 leviers ? Imagine que tu sois un indépendant, un freelance, et que pour l'instant, tu échanges ton temps contre de l'argent, c'est-à-dire sans réel effet de levier. On va voir ces 3 niveaux. Niveau 1, eh bien, tu te spécialises dans le design, par exemple. Tu es web designer, graphique, et tu te spécialises dans le design pour les cliniques dentaires, par exemple. Bon, c'est un exemple comme un autre. Si tu as une connaissance plus spécifique, puisqu'il n'y a pas beaucoup de web designers qui sont orientés cliniques dentaires, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas peut-être facturer plus cher pour tes services parce que tu comprends les besoins précis de ce client. Le niveau 2, tu vas accepter la responsabilité complète de l'identité visuelle des cliniques. Tu vas inclure des résultats marketing. Qu'est-ce qui va se passer là ? C'est que ta réputation va être en jeu. Il faut que les résultats soient vrais. Niveau 3, c'est le niveau des produits digitaux, des systèmes. Tu vas créer des modèles, tu vas créer des systèmes que les cliniques peuvent utiliser directement. Des logiciels, des processus, des flux qui permettent de gagner du temps. Parce que souvent, les logiciels des hôpitaux, bien comme on le sait, à chaque fois qu'on va voir le médecin ou qu'on va voir quelqu'un à l'hôpital, eh bien, on nous dit que le logiciel est lent, ou notre PC est ralenti. Les salariés s'en plaignent. Et si toi, tu résous ça, eh bien, c'est énorme. Donc, c'est le système. Mais tu peux aussi, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, par le levier du travail, embaucher d'autres designers qui vont travailler pour toi. Pour travailler pendant que toi, tu te concentres sur la stratégie, par exemple. Et peut-être même que tu peux obtenir des financements pour créer une plateforme en ligne beaucoup plus conséquente. Voilà des exemples de mise en pratique de tout ça. La majorité des entrepreneurs tentent de sauter directement à l'effet de levier, parce que c'est tentant. C'est l'effet le plus impactant, mais il y a un problème ici, c'est que si on essaie d'aller directement dans ces leviers,
sans avoir construit d'abord une connaissance spécifique et une responsabilité, eh bien c'est une erreur. Parce que selon Naval Ravikant, il y a un ordre précis à suivre. D'abord ta connaissance spécifique, en faisant le travail toi-même. Ensuite, tu vas accepter des responsabilités plus élevées pour tes clients. Et seulement ensuite, tu vas chercher un levier pour scaler, pour augmenter tes revenus et pour te libérer de ton temps. Et cette équation que l'on a vue, c'est le schéma que Naval Ravikant a observé chez chaque personne véritablement riche qu'il connaît. Parce que l'effet de levier que l'on a vu, c'est le multiplicateur qui sépare ceux qui échangent leur temps contre de l'argent et ceux qui bâtissent la vraie richesse. Le capital, ok, c'est traditionnel, c'est puissant, on peut obtenir de l'argent de la banque. Mais ça nécessite une permission. Quelqu'un doit nous donner la permission d'accéder à ces fonds. Et ça impose un contrôle externe. Si tu te bases sur l'équipe, sur les gens autour de toi, tu vas devoir multiplier tes heures pour gérer les conflits, gérer les problèmes, gérer les personnalités dans ton entreprise. Et ça nécessite également une permission. Les gens doivent accepter de travailler pour vous. Et le troisième levier, eh bien, il n'y a pas de limite. Ce levier-là, il ne faut pas y aller directement. Il faut passer par la connaissance spécifique et par la prise de responsabilité avant d'y arriver. Mais c'est un levier qui, contrairement aux deux précédents, ne nécessite pas de permission. Pour l'argent ou le temps des autres, quelqu'un doit vous donner son accord, alors que ce troisième type est un effet de levier sans permission. Vous pouvez le créer depuis votre ordinateur et une fois que vous l'avez créé, il peut travailler infiniment pour vous. Par exemple, développement d'applications, développement de contenu sur les réseaux sociaux. C'est l'effet de levier derrière les nouveaux riches. Et dans cet effet de levier, il n'y a pas de coût de marge. Une fois qu'on a fait le premier produit, eh bien, c'est infini. Si on crée un cours de gestion financière, par exemple, ça va nous prendre peut-être 100 heures. Mais on va vendre la première copie, et la millième, et la 10 millième, et la 100 millième. Et ça va nous demander aucune heure de travail supplémentaire. C'est ça la vraie puissance. C'est ça vers lequel on doit tendre. Et l'idéal, donc, c'est de combiner ces trois facteurs. Une entreprise technologique, par exemple, à succès, elle possède de la connaissance spécifique. Elle comprend le marché et la technique. Elle prend la responsabilité. Son fondateur, par exemple, il met son nom en jeu et sa réputation. S'il tombe, tout le monde tombe avec lui. Il peut développer des logiciels qui sont scalables. Il peut utiliser les leviers de travail pour embaucher des ingénieurs plus performants, des marketeurs qui vont faire vendre l'entreprise et utiliser aussi les leviers de capital pour lever des fonds, trouver des investisseurs pour réussir. Et l'erreur, donc, comme on l'a dit, c'est de passer au levier avant la compétence. Et Naval, il insiste à nouveau sur cet ordre parce que d'abord, la connaissance spécifique, en faisant le travail nous-mêmes. Ensuite, la responsabilité. Monter les échelons, les 5 niveaux de responsabilité petit à petit. Et une fois qu'on est en haut, on passe au levier. Pas dans le désordre. Et on verra plus tard un livre qui s'appelle Lean Startup d'Eric Ries qui va permettre de valider un modèle d'entreprise et comment passer à l'échelle avec l'agilité. C'est un livre que nous allons voir sûrement ensemble sur le podcast prochainement. Mais on va voir qu'avoir un bon jugement, aussi c'est fondamental dans la philosophie de Naval. Dans la première partie, on devait en parler, et puis j'ai préféré la passer dans la partie richesse, parce que c'est en lien avec l'entrepreneur quand même directement. Pour atteindre la richesse, il nous faut prendre des bonnes décisions. Et le jugement et comment décider dans l'incertitude, c'est indispensable pour atteindre la richesse. C'est le dernier pilier que nous allons voir ici dans ce résumé. Le jugement, c'est quoi ? Eh bien, c'est la capacité de prendre des décisions correctes de façon constante. Surtout en situation où il n'y a pas de réponse facile. Ce n'est pas de l'intelligence classique, c'est la capacité à synthétiser des informations complètes. Un bon jugement est super précieux. Si un directeur d'entreprise, un dirigeant d'entreprise a raison 80% du temps,
au lieu de 75% du temps. Cette différence de 10% entre les deux moments, eh bien, ça vaut des millions pour une entreprise. Et c'est pour ça qu'ils sont si bien payés. Et Naval, il nous propose 5 piliers du bon jugement. Le premier pilier, c'est la pensée. Ne pas accepter la sagesse classique, mais on va déconstruire un problème jusqu'à ses vérités. C'est-à-dire que quand on a un problème qui arrive, on ne va pas rester campé sur nos positions et on va retourner le problème dans tous les sens pour voir comment changer la perspective et trouver une solution. Si, par exemple, tu as un problème, eh bien, passe 80% du temps à décortiquer le problème et 20% à trouver la solution. Parce que la première chose à voir, c'est comprendre le problème vraiment et ensuite la solution découlera toute seule. Le deuxième pilier, c'est la perspective à long terme. On va optimiser pour les décennies et pas pour le trimestre. C'est ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut penser long terme. Par exemple, comme Warren Buffett, qui passe 1 an à décider d'un investissement pour que, en 1 jour, il prenne une action pour réaliser cet investissement. Si tu penses long terme, ça aura beaucoup plus d'impact que passer court terme. Le troisième pilier, c'est accepter l'incertitude. On va utiliser le concept de réversibilité dont il parle dans le livre Naval. Si une décision est réversible, on doit agir vite. Par contre, si elle est irréversible, on va prendre du temps pour l'analyser, pour résoudre cette situation. Le quatrième pilier, c'est comprendre les incitations. Comme le disait Charlie Munger, ce célèbre avocat de bras droit complice de Warren Buffett. Donc j'ai lu récemment la biographie de Warren, c'est pour ça que je vous en parle. Mais en fait, Charlie Munger, il disait qu'il avait besoin de voir pour croire. C'est le quatrième pilier du jugement, hein. Besoin de voir pour croire. Si on lui montrait quelque chose, il pouvait faire son boulot normalement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit toujours analyser toujours ce que les autres ont à gagner. Parce que il se peut que les gens t'incitent à prendre une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais toi tu dois analyser avant de prendre cette décision, parce que si on t'incite à prendre une décision, tu dois savoir quels sont les fondamentaux, quelles sont les fondations de cette décision, pourquoi on me demande de faire ça. Parce que si on n'a pas de fondation sur notre raisonnement, c'est que notre raisonnement n'est pas bon. On doit prendre notre raisonnement sur des fondations, sur quelque chose de concret, de vrai, pas sur des choses abstraites. On continue dans les 5 piliers du bon jugement et le 5e, c'est qu'on ne doit pas chercher de prédiction exacte. On doit penser en termes de probabilité. Qu'est-ce qu'on va dire ici ? Par exemple, 15% de chances de réussite dans cet investissement et 25% d'échec. Ça, c'est du concret. Pour développer un jugement, on doit étudier l'histoire. On doit apprendre les modèles mentaux des gens qui ont réussi dans ce domaine. Par exemple, tu vas étudier la psychologie, l'économie, la biographie des gens qui ont réussi dans ce domaine. Et on va chercher des retours rapides, des feedbacks. On va tester, on va incrémenter, on va réitérer de manière agile. On ne va pas chercher à estimer quelque chose sans réelle fondation. On va éviter d'être paralysé, d'être campé sur nos positions et on va viser une solution suffisamment bonne plutôt que la perfection. C'est ça. On doit tester, incrémenter, réitérer. On ne peut pas savoir si quelque chose fonctionne si on ne l'a pas testé. Donc on vient de voir les 5 piliers du bon jugement. Hein. Et en plus d'avoir un bon jugement, il y a des pratiques que nous indique Naval, ici, à prendre en compte. C'est que pour bien juger, il faut être en forme et économiser toute notre énergie qui peut l'être pour obtenir plus de clarté et de tranquillité d'esprit. Il y a des pratiques pour atteindre la tranquillité et pour avoir une clarté d'esprit contre toute épreuve. Premier facteur, c'est qu'on doit réduire les décisions qui servent à rien. On va garder notre énergie mentale pour les décisions importantes. Et pour ce faire, on va mettre en place des routines. Par exemple, s'habiller simplement pour gagner du pouvoir de décision, de la volonté. On va avoir une vie simple pour gagner du temps.
On va essayer de se reposer pour être moins fatigué et on va prendre nos décisions au moment où on est le plus en forme dans notre journée. Deuxième facteur, on va éliminer la négativité. C'est-à-dire qu'on va filtrer toutes les informations extérieures qui nous servent à rien et qui nous polluent toute la journée. On va éviter les personnes toxiques qui nous empêcheraient de notre discernement de fonctionner. Et on va limiter surtout les réseaux sociaux et toutes les choses qui ne servent à rien. Troisième facteur, pour atteindre la tranquillité et la clarté d'esprit, on va cultiver la gratitude. On va apprécier consciemment ce que l'on possède déjà. Comme on l'a vu dans la première partie sur le bonheur, on va se prendre conscience de ce que l'on a et du moment présent. Et le quatrième et dernier facteur, c'est le plus important pour moi, c'est l'exercice physique. Parce que on doit tous les jours bouger, rester en activité parce que ça va nous procurer de l'énergie. Souvent, on pense que l'exercice va nous fatiguer, mais au fait, c'est au contraire, c'est très puissant et ça nous permet d'être en forme. On a besoin de s'aérer, de s'oxygéner, on va sortir dehors, peut-être marcher, courir un petit peu, prendre l'air dans la nature. Tout ça, ça va nous ressourcer, nous donner de l'énergie. Et le problème, c'est que souvent, on cherche toujours le bonheur. Mais plus on cherche le bonheur, plus il est difficile à atteindre. Et la réalité, en fait, c'est que le bonheur ne s'atteint pas. Le bonheur vient seulement quand tu acceptes qu'il est un choix de vie, qu'il est le résultat d'une vie bien menée et non d'un objectif direct. Tu ne peux pas chercher le bonheur. Ce que tu peux chercher, c'est à bien vivre. On a parlé du bonheur dans la première partie, mais aussi on en parle ici, parce que c'est important. Ça rejoint la richesse. Tu te dis que tu dois être riche pour être heureux, pour atteindre le bonheur, mais non. Tu ne peux pas chercher le bonheur. Ce que tu peux chercher, c'est à bien vivre, à vivre sainement, à vivre dans le moment présent, à vivre bien avec ce que tu as et ce que tu veux. C'est comme le sommeil, par exemple. Plus je m'efforce à dormir, plus je reste éveillé. Et pour le bonheur, c'est la même chose. Plus tu cherches le bonheur, plus il est difficile de l'atteindre, puisque tu repousses à plus tard le bonheur, alors que si tu le veux aujourd'hui, tu peux l'avoir. Et en tant qu'entrepreneur, nous avons de multiples défis avec le bonheur. Pourquoi ? Bien parce que nous sommes émotionnellement très volatiles. On a souvent des hauts et des bas en fonction de la baisse ou la hausse du marché, par exemple, en fonction des investisseurs, en fonction des résultats que l'on a au travail, en fonction de si tes collègues ou tes employés travaillent bien, ou si tu as des problèmes personnels aussi. Ça impacte ton émotion. On a aussi des incertitudes. On ne sait pas si demain tout ira bien. On subit aussi tous les jours une pression sociale. On lutte contre nous intérieurement. On a un mal aussi à éteindre notre cerveau entrepreneurial. On ne se repose jamais, on pense toujours à la prochaine opportunité. Et ça, ce n'est pas bon. Et ce que nous dit Naval Ravikant, c'est que il y a des solutions pour ça. Il nous dit que la solution, c'est ce que l'on appelle l'équanimité. Alors l'équanimité, c'est quoi ? C'est cette stabilité émotionnelle que l'on a besoin et qui ne dépend pas des résultats externes. C'est la maîtrise de soi. C'est la capacité de rester calme et serein dans n'importe quelle circonstance. C'est une qualité qui nous permet de rester égal à nous-mêmes, quels que soient les événements. C'est notre stabilité intérieure, notre paix intérieure. Et c'est nécessaire parce qu'on est souvent sous pression par des événements externes et on doit apprendre à nous contrôler et à développer cette stabilité émotionnelle. On doit aussi créer des systèmes de feedback interne plutôt que de dépendre de la validation externe. Par exemple, ne pas écouter ce que notre entourage nous dit. On doit aussi maintenir une perspective à long terme. On doit se rappeler que le succès et l'échec que l'on a tous les jours, eh bien, c'est normal parce qu'on a notre objectif qui est fixé. On doit se rappeler tous les jours notre objectif. Par exemple, ce que tu peux faire pour garder cette tranquillité, cette paix intérieure, cette équanimité, c'est te rappeler tous les jours des mantras, des affirmations positives, ce pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Quel sera ton objectif ? Tu dois te dire tous les jours tes objectifs. Des affirmations positives pour te motiver à continuer. Aussi, des affirmations de gratitude pour remercier de ce que tu possèdes. Tout ça, c'est important pour continuer à avancer. Parce que pour Naval,
La vraie richesse n'est pas seulement l'argent. C'est la capacité d'être en paix avec toi-même, quelles que soient les circonstances. C'est profiter du processus de construction de quelque chose de significatif, d'important, un objectif de vie pour toi. C'est ça, la vraie richesse. C'est être heureux avec ce que tu as, être heureux avec l'objectif que tu t'es fixé et des actions que tu fais tous les jours. Ce que tu peux faire pour appliquer ce que l'on a vu dans ce résumé en 5 actions, et peu importe ta situation, que tu sois un entrepreneur débutant, chef d'entreprise ou manager d'entreprise, ou même salarié, ces principes que l'on va voir ici, ça s'applique à tout le monde. Première chose que tu peux faire, c'est que si tu as des connaissances spécifiques, tu peux commencer à les partager ouvertement à tout le monde. Tes échecs comme tes réussites, pour accélérer ta réputation et attirer de nouvelles opportunités. Ça, c'est la première action que tu peux faire. Construire en public, montrer ce que tu sais faire, montrer tes résultats, montrer tes échecs, montrer tes difficultés, tout. Deuxième action que tu peux faire, tu vas optimiser ton apprentissage. Dans les 90 jours qui arrivent, par exemple, tu vas donner la priorité au développement de ta compétence spécifique. Et tu vas aussi commencer à accepter des responsabilités plus hautes avant de chercher un revenu immédiat. Troisième action que tu peux faire, tu vas mesurer la clarté de ta pensée. Et tu vas te demander, tu vas te poser cette question, est-ce que tu es capable d'expliquer ta stratégie, ton objectif facilement ? Parce que plus ta pensée sera claire, plus ton objectif sera clair, plus ton problème à résoudre sera clair, plus il te sera facile de trouver des solutions. Troisième action que tu peux faire, pour appliquer ce qu'on a vu dans le résumé, tu vas créer des expériences qui donnent des données claires pour ajuster ton jugement rapidement. Qu'est-ce que je veux dire ici ? C'est que tu prends des décisions tous les jours. Maintenant, cinquième action que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un objectif long terme et tu vas le découper sur les 3 prochains mois. Et ce que tu vas penser surtout, sur tes objectifs que tu t'es fixés, c'est que tu vas penser long terme. Tu vas revoir tes objectifs et tu vas penser long terme. C'est-à-dire, aujourd'hui, on fait des objectifs sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Eh bien, pense long terme. Parce que ce que tu construis aujourd'hui, ça doit être construit pour toute une vie, pas seulement pour quelques mois. Ici, Naval, il ne vend pas une formule magique. Il nous tend un miroir. On a déjà ce qu'il nous faut, en nous. Le problème n'est pas le manque de ressources ou de chance, mais le fait d'avoir été programmé pour chercher des réponses au mauvais endroit. Qu'est-ce qu'il te faut ? Eh bien, c'est simplement appliquer cette équation. La richesse, c'est égal à tes connaissances spécifiques, ton point de vue unique, multiplié par ta prise de responsabilité, ton niveau de responsabilité avec les 5 niveaux qu'on a vus tout à l'heure, multiplié par les leviers, par le capital que tu vas emprunter, par les gens avec qui tu vas travailler et par les produits digitaux que tu vas construire, les systèmes qui vont te permettre d'atteindre la liberté financière. La connaissance spécifique, c'est quoi ? C'est l'intersection entre ce que tu fais naturellement et ce que le monde demande. La responsabilité, c'est quoi ? C'est le prix à payer pour contrôler ton destin et ce que tu as choisi de faire. Et les leviers, c'est quoi ? C'est peut-être des applications que tu vas créer. C'est peut-être la création d'un système qui va te permettre de t'enrichir quand tu dors et sans effort. On a vu aussi que le jugement est un pouvoir énorme. Le bon jugement transforme l'information que tu as en sagesse. Et la sagesse va se transformer en résultat. Naval ne nous dit pas de changer qui nous sommes, mais de devenir unique, d'approfondir notre point de vue, notre curiosité naturelle, notre frustration face à certains problèmes. Ce sont des signaux de valeur unique. Tout ça, on ne doit pas lutter contre ça, mais on doit accepter qui nous sommes et en faire un point de vue unique. Tous les problèmes que l'on a nous donnent qui nous sommes. Nous vivons le meilleur moment de l'histoire pour créer de la richesse, grâce à la technologie, grâce à Internet, mais aussi le moment le plus rempli de distractions. Alors, on ne doit pas se perdre dans ces distractions, on doit éviter tout ce qui nous entoure. Alors, je te propose un défi que tu peux mettre en place cette année. Demande-toi chaque matin quelles connaissances tu développes que personne ne peut répliquer facilement. Et pour quels résultats tu acceptes d'être responsable. Donc demande-toi quelles connaissances tu as
que personne ne peut répliquer. Et quel résultat tu veux être responsable d'avoir? Pour changer tes résultats financiers, tu dois d'abord changer ta façon de voir la richesse. Parce que la richesse, selon Naval, ce n'est pas avoir un salaire. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu travailles. C'est ce que tu possèdes. C'est ta connaissance, ton travail, ta maîtrise de ton jugement. Et les systèmes que tu as mis en place pour gagner du temps. Et tout ça va travailler pour toi. Alors pose-toi une vraie question. Est-ce que tu échanges encore ton temps contre de l'argent? Ou est-ce que tu construis des actifs qui vont travailler pour toi? Parce que toute la différence est là, entre ceux qui travaillent toute leur vie et ceux qui deviennent libres. Naval nous explique qu'il faut apprendre à utiliser les bons leviers, le capital, le travail et surtout les systèmes. Le code informatique, le contenu des réseaux sociaux par exemple, ou encore la création de produits digitaux. Tu vas créer une fois et tu vas être payé en continu. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Parce que tout commence par toi, par ton jugement, par tes compétences spécifiques que tu as développées et par ta capacité à voir ce que les autres ne voient pas. Et c'est ça qui te rend irremplaçable. Et surtout, tu dois penser à long terme, parce que dans ce jeu de la richesse, les résultats prennent du temps. Mais pour ceux qui restent constants, ceux qui construisent sans s'arrêter, ceux qui suivent l'effet cumulé, quand tout le monde veut laisser tomber, eh bien, les gens qui continuent finissent toujours par prendre une avance énorme. Et il y a un point que beaucoup de gens oublient. L'équanimité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est cette compétence à rester stable émotionnellement, peu importe les résultats. Remets-toi en question. Réfléchis. Reste toi-même. Tu sais qu'il y a des échecs, c'est normal. Tu vas réussir à force d'échecs. Parce que si tu dépends de chaque succès ou de chaque échec, tu ne tiendras pas assez longtemps pour gagner. Il doit y avoir quelque chose de plus grand. Tu dois être stable émotionnellement. Tu dois réussir à être positif quand tout le monde voit négatif. Au final, la vraie richesse, ce n'est pas juste l'argent. C'est la liberté. La liberté de ton temps, la liberté de choisir qui tu veux être, la liberté de vivre comme tu veux vivre. Mais aussi, c'est la paix intérieure pendant que tu construis. Même si aujourd'hui tu pars de zéro, si tu commences à apprendre des compétences rares, utiliser les bons leviers, à construire sur le long terme et à rester stable mentalement, alors tu es déjà sur le bon chemin. Déjà, si tu fais ces 4 choses, apprendre une compétence spécifique, unique, utiliser les bons leviers pour réussir et construire sur le long terme, et surtout, un entourage qui te permette d'être stable émotionnellement, tu vas réussir. Alors, j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Et si c'est le cas, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Surtout, c'est important d'avoir des retours pour voir comment je peux m'améliorer pour les prochains épisodes. Pour les prochains résumés, si tu as besoin de plus de valeur, si tu as besoin que j'aille plus vite ou plus précis dans certains domaines. Abonne-toi aussi pour ne pas rater les prochains épisodes et ça me ferait extrêmement plaisir. Ça va me booster à m'améliorer et à continuer. Et partage aussi ce podcast à quelqu'un qui en a besoin dans ton entourage, 2 ou 3 personnes que tu choisis. Et laisse aussi un like si ce résumé t'a plu. Et surtout, dis-moi quel levier tu vas commencer à utiliser dès aujourd'hui. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.